Le 15 septembre 2022, j'avais rendez-vous chez monsieur Jean Pinet, le dernier pilote d'essai encore vivant du Concorde. Évidemment, j'avais quelques questions à lui poser. Qu'est-ce que ça voulait dire essayer le Concorde? Comment ça se passait, le passage du mur du son? Et qu'est-ce que c'était être pilote d'essai à cette époque-là? Il m'a accueilli chez lui, j'étais assez ému pour tout vous dire. Et j'ai tourné un film, c'était un des premiers films Aero Masterclass. Avant ça, on faisait que des PowerPoint en fait. Donc la qualité, elle n'est pas excellente. À l'époque, j'avais une caméra qui n'était pas terrible. La prise de son, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais j'espère que vous me pardonnerez parce que c'est quand même un très grand document d'un très grand monsieur que vous allez pouvoir voir maintenant. Le programme a été lancé en 1962 et je suis entré dans ce programme en octobre 1965. Autrement dit, 3 ans. Les prototypes étaient en construction à ce moment-là, débutaient leur construction et ils n'ont volé d'ailleurs que en 69. Autrement dit, 4 ans plus tard. Donc, si vous voulez, j'ai quand même été associé au développement à partir de, mettons, début 1966. Et comme j'étais avec André Turcal, nous étions tous les deux plus ou moins responsable du développement des qualités de vol de l'avion. J'étais pratiquement aussi quand même au début de ce qui était intéressant. Hein. Les choses étaient déjà un peu construites, mais elles n'étaient pas du tout développées ni essayées. D'accord. Et il fallait en plus les affiner. Et pourquoi on est venu vous chercher, vous? Pourquoi on est venu me chercher? Alors il faudrait interroger André Turcal. Mais... Bon, mais malheureusement il n'est pas là. D'après ce que j'ai compris, André Turcal, lorsqu'il a pris donc la direction des essais en vol de Sud Aviation, a été plongé immédiatement dans le programme Concorde et il voulait avoir avec lui un jeune pilote d'essai, mais ayant d'une part une expérience Mach 2 et d'autre part qu'il soit ingénieur. Voilà, j'étais les deux. D'accord. Oui, parce que vous étiez pilote de chasse ou pilote... J'étais formé comme pilote de chasse. C'était en 1954. Et ensuite, je suis passé en escadre. Et j'étais pilote de chasse jusqu'en fin 1956. D'accord. Et ensuite, je suis entré au centre d'essai en vol, mais comme civil. Toujours comme ingénieur et pilote, puis ensuite pilote d'essai à partir de 1978, mais civil, mais sur des programmes militaires. D'accord. Donc c'est là où c'était absolument extraordinaire, c'est que comme civil, je m'occupais de choses militaires et militaires de pointe. Voilà. Et en 1962, j'étais détaché auprès du gouvernement allemand pour mettre au point des missiles français sur l'avion qui avait été choisi par les Allemands à l'époque, sur le F-104. Voilà. Donc j'étais en Allemagne. Et c'est en 1965 qu'André Turcal est venu me chercher là-bas. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est un essai Concorde, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, faire un essai, faire des essais? Il y a plusieurs sortes d'essais. En fait, les essais,
en général, ils ont pour objectif soit une ouverture de domaine, hein, que ce soit dans un système, soit dans l'avion, etc. Autrement dit, on n'est jamais allé dans quelque part, ben on y va. On y va, en ayant pris quelques précautions quand même, et on y va quand même, pour démontrer bien que ça fonctionne correctement. Et ensuite, il y a d'autres essais qui sont des essais de mise au point de systèmes. Alors les systèmes, eux, existent, ils ont été bien prévus pour certaines fonctions, mais il faut quand même, pour les certifier, pour être sûr que ça fonctionne correctement, il faut les mettre dans un avion et dans des conditions opérationnelles tout à fait correctes. Éventuellement d'ailleurs dans des domaines opérationnels qui soient un peu hors limite et qui aillent vers des limites, de système. Voilà. Donc dans un essai, on va au-delà de ce qu'on fait normalement en vol Concorde en fait. Oui, alors les essais, quels qu'ils soient d'ailleurs, ont pour objectif d'aller au-delà de ce qui est prévu opérationnellement. Autrement dit, on certifie en quelque sorte un domaine de vol pour l'avion et pour les systèmes, hein, qui est bien défini, mais ensuite on va quand même à d'autres limites qui, elles, ne doivent pas être franchies, hein, quoi qu'il arrive. Voilà. Est-ce que c'est dangereux de faire des essais parce que vous partez dans l'inconnu finalement? Alors, disons que c'est de moins en moins dangereux. Oui. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était dans les années 50, on allait aux enterrements à peu près une fois tous les 6 mois. Ah oui. Hein, pour un camarade ou quelqu'un des essais en vol. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a longtemps qu'on n'est pas allé voir quelqu'un des essais en vol. Voilà. Donc, c'est quand même... en fait, pourquoi est-ce moins dangereux aujourd'hui? Intrinsèquement, ce sont les mêmes choses qu'il y a 50 ans. Mais on a maintenant des connaissances telles qu'on peut simuler sur des calculateurs ou sur des simulateurs des conditions de vol, des conditions opérationnelles de plus en plus précises et détaillées. Ce qui fait qu'on peut déceler, quand il y a des problèmes, on peut les déceler assez rapidement au simulateur ou en simulation. Évidemment, à ce moment on les corrige, et quand on met quelqu'un dans un avion, ce sur quoi on doute a été corrigé. D'accord. Mais à l'époque, non. Mais le Concorde avait été simulé? Il y avait eu des simulations? Non, Concorde a débuté au moment où il n'y avait pas de simulation. Et tout au moins la simulation commençait à être utilisée. Et là, on a mis en place des simulations d'abord, des simulations par calculateur. À l'époque, ce n'étaient pas des calculateurs très sophistiqués, comme un petit exemple. Les calculateurs qui ont été mis en opération pour les essais, pour le développement de Concorde, c'était des calculateurs plus ou moins analogiques qui étaient sur des centaines de mètres carrés et dont la puissance était équivalente à celle de mon ordinateur ici. Hein? Et on travaillait avec des cartes perforées. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, je vois bien. Je n'ai pas connu. Mais des cartes perforées, voilà, on travaillait. Donc on travaillait avec ça. Et plus un simulateur d'études qui était très performant en ce sens qu'on lui insérait toutes les données aérodynamiques et autres qu'on pouvait connaître, sinon imaginer, afin de pouvoir simuler des vols à l'intérieur de ce simulateur. Et ce simulateur donc, qui était
essentiellement un gros calculateur, était relié à une petite cabine qui remue un peu, hein, avec une espèce de visualisation devant soi, et dans laquelle nous avons fait nos premières études d'adaptation en quelque sorte de l'interfaçage entre les pilotes et... Il a été construit avant les essais, ce simulateur. C'était avant les essais, avant que l'avion ne vole. Par exemple, le simulateur dont je me suis occupé en 1966, il existait alors que il marchait, il fonctionnait de façon tout à fait correcte, alors que l'avion a volé en 69. Mais il a continué quand même à fonctionner au-delà du premier vol. Et quand les premiers avions sont entrés en utilisation commerciale, c'est-à-dire en janvier 1976, le simulateur était toujours là et il fonctionnait toujours. On a formé les pilotes de ligne avec ça? Oui et non. On a formé les premiers instructeurs sur ce simulateur, mais en définitive, on avait lancé un simulateur d'entraînement spécialement dévolu à la formation, alors que le premier simulateur était dévolu au développement. Autrement dit, il n'était pas équipé pour des programmes de formation, etc. Et ce simulateur donc de formation a été utilisé, lui, alors pour la formation en 1975, en octobre 1975. D'accord. Est-ce que les essais, c'est quelque chose qui fait peur ou pas du tout? Même si vous partiez vers l'inconnu, sur les domaines inconnus, vous appréhendiez pas spécialement les essais? Si on a peur, il vaut mieux ne pas faire ce métier. Non. Donc quand on y va, on sait qu'on prend des risques. Oui. Mais on n'a pas peur. On est toujours, comment dirais-je, ce n'est pas une crainte, mais c'est une prudence. Autrement dit, on se prépare toujours mentalement à ce qu'il y a quelque chose qui soit totalement inattendu, voire dangereux. Alors on se prépare à ça, mais c'est une préparation mentale, c'est pas du tout de la crainte ni quoi que ce soit. D'accord. Et quand on fait des essais, on fait des essais avec ce genre de choses. On s'applique à faire les choses correctement. Et quand il arrive un aléa inattendu, on est là et puis on fait ce qu'il faut. Vous avez été aux commandes lors du premier vol supersonique, c'est ça, en oui. Octobre 69. Oui. Et le premier vol Concorde, c'est avant, c'est mars 69, ça veut dire... C'était en mars, oui, 2 mars 69, oui. Ça veut dire que le Concorde, on l'a testé en subsonique avant de le passer en supersonique? C'est ça. D'accord. Et dans un essai, il y a, vous m'avez dit qu'il y avait eu 4 pilotes d'essai français et 5 anglais. Mais dans un essai, il y a 3 pilotes ou vous montiez à 4? 2. Mais il ne faut pas le mécanicien aussi? Ah oui, attendez, je parle des pilotes, parce qu'il y a un équipage. D'accord. Il y a un équipage d'essai. L'équipage d'essai, il est formé de pilotes, de ce qu'on appelle mécanicien navigant, mais qu'on appelle maintenant ingénieur de vol, et il y a des ingénieurs et des ingénieurs d'essai. Hein. Alors, par exemple, dans le Concorde, on avait les 2 pilotes qui étaient devant, juste derrière, il y avait le mécanicien navigant, Oui. hein, et un peu plus loin dans le fuselage, il y avait un poste avec 2 ingénieurs d'essai. Donc parti à 5. Et on partait donc alors que je ne dise pas de bêtises, oui, en général on partait à 5, sauf les ouvertures de domaines de vol dangereux où il n'y en avait que 4. Autrement dit, il y avait 2 pilotes, un mécanicien et un ingénieur. D'accord. Au cas où il y aurait des problèmes, autant économiser une vie. Sur les photos, on voit en combinaison orange. C'était quoi cette combinaison orange? Oui, orange, parce que si on était amené à pas s'éjecter, mais enfin à sauter en parachute, et si on tombait dans l'eau, l'orange quand même,
c'est une bonne... Donc, vous partiez avec des parachutes? Oui, au tout début, on avait des parachutes, oui, mais on savait de toute façon qu'ils ne serviraient pas à grand-chose. En cas de problème, on n'a pas trop le temps de sauter en parachute d'un Concorde, j'imagine. Ça ne faisait aucune illusion. D'accord. Et en plus, alors, l'orange était une couleur qui avait été adoptée, mais bien avant Concorde, pour tout ce qui était équipement d'essai en vol. Voilà. Donc orange, c'était synonyme d'essai en vol. D'accord. Qu'est-ce qui était pressenti comme étant un essai difficile? C'était quoi? C'était le passage du point de Mach qui allait être difficile? C'était tous les essais où il y avait un risque amenant des problèmes dangereux. Par exemple, des risques de flottement. Des flottements. Le flottement, c'est une sorte de résonance structurale qui fait que on arrive parfois à cause de la vitesse, c'est la vitesse qui est la source un petit peu de ce genre de choses, et la résonance donc arrive éventuellement à dépasser des limites structurales de certains éléments, et ça peut mettre l'avion en pièces, ce qui est arrivé fréquemment dans les débuts de l'aviation. Oui, oui. Que les avions soient en toile ou ensuite métalliques, c'était le même genre de phénomène qui est un phénomène explosif. Mais il y a aussi les phénomènes où, quand on arrive à des limites un peu structurales, où on a des pièces qui cassent. Bon, il faut quand même essayer de rentrer avec les pièces qui cassent. Par exemple, le prototype 002 britannique, en faisant un essai de limitation de train, c'est-à-dire en limitation de sortie de train sous facteur de charge, il a fait son essai. Quand il est sorti le train, il y a un train, l'un des deux trains principaux qui s'est détaché. Autrement dit, en fait, l'axe d'attache a cassé. Mais le train ne s'est pas détaché de l'avion. Et heureusement, le fût était contre la nacelle des moteurs, ce qui fait que quand il s'est posé avec beaucoup de précaution, le train a tenu. Mais s'il n'avait pas tenu, l'avion était... À l'atterrissage, oui. Oh oui, il avait 9 chances sur 10 d'être complètement cassé avec l'équipage. Ça a atterri à quelle vitesse en Concorde? Ça a atterri à 169 à peu près. Autrement dit, ça fait 300 km/h. Et ça décroche L'avion ne décroche pas, le Concorde ne décroche pas. C'est une aile delta, une aile gothique, ce qui fait que, quel que soit l'incidence, enfin on peut aller à des incidences très importantes, ça ne décroche pas, mais il y a des phénomènes qui se deviennent dissymétriques et qui font qu'au-delà d'une certaine incidence, il y a un phénomène donc, qu'on appelle de pitch-up. Autrement dit, l'avion part en assiette longitudinale et puis il arrive à des incidences telles qu'on ne peut plus récupérer, ou bien alors il y a une instabilité latérale qui fait qu'il part et qu'on ne peut pas le récupérer. Bon, mais ça c'est le propre de l'aile delta. Et l'incidence maximum à laquelle on est arrivé, c'est d'ordre 21 degrés, je ne me rappelle plus si c'est un peu plus ou un peu moins, 21 degrés d'incidence. Et au-delà de cette incidence, l'avion est pratiquement fichu. D'accord. Bon. Mais ça va être difficile de flirter avec les 21 degrés et si vous savez que... On y est allé très 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 lentement et avec des gens au sol à rentrer des mesures qui vérifiaient si vous voulez, des paramètres, d'autres paramètres aérodynamiques sur l'avion
pour bien noter qu'on arrivait à une limite. Et on savait d'ailleurs que la limite, c'était plutôt explosif, parce que c'était un pitch. Bon, voilà. Pardon. L'incidence d'atterrissage, c'était 13 degrés. D'accord. Donc avec une marge quand même considérable. Assez tôt, je me suis occupé de la formation, et donc moins des essais en vol et beaucoup plus de la formation. Et Turca, lui, ben, il était gestionnaire du total, mais il se réservait quand même les vols intéressants. En général, d'ailleurs, il a participé à tous ceux qui étaient les plus dangereux. Voilà. Mais Mach 1, il n'y était pas. Si. Si, le premier vol de Mach 1, il y était. Oui, mais il était à droite. Moi, j'étais à gauche, il était à droite. D'accord. Il est resté commandant de bord. Enfin, quand il était à bord, il était commandant de bord. Même s'il était à droite. Même s'il était à droite. Voilà. D'accord. Le premier vol d'essai à Mach 1, c'était un vol dangereux? Qui pouvait l'être. Qui pouvait l'être. Pour des raisons de flotteurs en particulier, ou des raisons qu'on n'avait pas mis en lumière au cours des simulations qu'on avait faites. Voilà. L'aérodynamique est toujours une science qui présente parfois quelques petites anomalies. Bon, mais là, on pensait que le risque était relativement faible pour ça. Pour le flotteur, c'était différent. À Mach 1, il y a des tas de phénomènes qui ne sont pas forcément très stationnaires et qui peuvent provoquer quand même quelques résonances. Mais une fois qu'on a passé Mach 1, on a envie d'aller plus vite, j'imagine, parce que... Et bien ensuite, Mach 1, on est allé, ce jour-là, on est allé jusqu'à Mach 1,05. Voilà. Tout doucement. Et en fait, on s'est aperçu que au travers entre 0,95 et Mach 1,05, c'était continu, il n'y avait pas de discontinuité que ce soit. Et après, il n'y en a plus. À Mach 2, il se repasse, il y a un nouveau quelque chose ou... Mais au fur et à mesure que l'avion accélère, les ondes de choc prennent des configurations différentes. Hein. Et en fait, les problèmes essentiels, c'était surtout des problèmes moteurs, des problèmes... Parce que les moteurs sont quand même sensibles, ils sont sensibles aux variations de pression devant leur entrée. Hein. Et comment dirais-je, la façon dont les entrées d'air fonctionnent est telle qu'il faut absolument stabiliser une onde de choc droite à un moment, et cette onde de choc droite a tendance à être un peu instable. Mais si elle bouge dans un sens ou dans l'autre, si elle bouge rapidement, elle introduit des perturbations derrière qui font que le moteur décroche. Hein. Et comment on la mesure, cette onde de choc, quand on est au cockpit? Comment on la connaît? On ne la mesure pas. Il y a un petit indicateur dans le cockpit, tout petit d'ailleurs, qui indique si on a l'onde de choc là où il faut ou pas. Voilà. Donc on voit ça. Mais il y a des tas de capteurs derrière, et les ingénieurs d'essai, eux, ils savent effectivement beaucoup mieux que nous, pilotes, ce qu'il en est. Alors structurellement, le Concorde peut voler à Mach 2, et vous me dites, ce qui fait qu'il ne vole pas encore plus vite, c'est le moteur en fait, parce que la structure pourrait aller encore plus vite. Non, en fait, tout dans Concorde a été calculé, tout, hein, y compris la résistance structurale, les qualités de vol, les équipements, les moteurs, etc. Tout a été équipé pour un Mach opérationnel de 2,02. Et plus loin, ça ne marchait pas. Moins loin, c'était moins efficace. Autrement dit,
Le maximum d'efficacité de l'avion, c'était Mach 2h02. Dans les essais, on est monté à combien au maximum? 2,23. 2,23. Et il se passe quelque chose à 2,23? Non, il ne s'est rien passé, ça. Enfin, moi, je n'ai fait que 2,21, hein, je n'ai pas fait 22, 23. Non, c'était des essais particuliers, justement, pour essayer de démontrer que la marge entre le Mach opérationnel de 2,02 et la vitesse limite était suffisante. Le dixième de la vitesse, c'était quand même pas mal. J'ai vu que le Concorde emportait juste la masse de carburant nécessaire au vol, à 200. Ça veut dire avoir une navigation extrêmement précise. Oui. On navigue comment en Concorde, en fait? On se repère à quoi? Au départ, on le savait exactement. On avait des calculateurs basés sur l'effet Doppler, etc., les radars, etc. Et en définitive, on a eu rapidement les centrales à inertie. On a eu les centrales à inertie qui n'avaient pas d'ailleurs été prévues pour Concorde, mais qui étaient prévues pour les 747 et les gros porteurs. Et on les a évidemment utilisés d'emblée. Et avec les centrales à inertie, ça marchait très bien. Il y avait une divergence de combien, je ne me rappelle plus au juste, de 2 ou 3 nautiques par heure. Hein. C'est la dérive des centrales qu'on avait. Et c'est ce qui fait que quand on arrivait ensuite à destination, on pouvait se recaler sur les moyens radioélectriques, les VOR, etc., ou être pris en compte par les radars civils pour aller sur le terrain où on désirait atterrir. Voilà. Quand vous faisiez les essais, au début des essais, dans les années 69, 70, vous disiez que c'était un avion qui allait se vendre ou que c'était un avion proto qui n'avait pas d'avenir commercial? Quand on a commencé, on pensait qu'il allait se vendre beaucoup. Oui. D'ailleurs, assez rapidement, il y a eu plus de 70 options. Je ne me rappelle plus, il y a 73 ou 76 options, hein, avec différentes compagnies aériennes, américaines, européennes, et il y avait aussi Iran Air. Enfin, il y avait donc ça marchait. Le problème est survenu en 1973, quand il y a eu le choc pétrolier. Et là, on s'est aperçu que avec un avion qui mangeait 75 tonnes de pétrole par vol pour 100 passagers, pour un Paris-New York ou un Londres-New York, c'était peut-être un peu cher payé. Et donc les gens se retiraient. Et en revanche, les deux nations qui étaient fondatrices en quelque sorte de Concorde, la Grande-Bretagne et la France, ont exigé de leur compagnie nationale qu'ils prennent quand même quelques avions. Et donc il y a eu 7 avions de chaque côté qui ont été dévolus au trafic commercial. Ça en fait un avion politique. Ça a été un avion. Il faut se remettre à l'époque. Hein. Quand l'avion a été lancé en 1962, c'était pas tellement une question commerciale qui était en tête. Hein. C'était des questions plutôt de prestige. C'est un petit peu comme l'aviation d'affaires aujourd'hui. Autrement dit, on volait pour aller plus vite. Pour être le plus rapidement possible d'un point à un autre. Et l'avion avait été prévu d'une part par les Français pour aller de Paris à Alger, à l'époque, Paris à Alger, Concorde, voilà, en supersonique, et les Anglais, qui étaient quand même plus problématiques, l'avaient prévu pour Londres-New York. Puis en définitive, quand même, les Français sont rangés aux Britanniques et l'avion a été prévu pour un seul trajet
Paris ou Londres, New York. Et retour, évidemment. Je croyais que la Singapore Airlines avait affrété un vol sur l'Asie. Alors, je vous dis que l'avion était prévu pour ça. Ce qui fait que quand on s'écartait de cette distance, 5500 km, quelque chose comme ça, et qu'on allait plus loin, ben, il fallait faire une escale. Ah. Donc le rayon d'action, c'est 5200 km. Oui, enfin je ne me rappelle plus au juste, quelques centaines de kilomètres. Ouais. D'accord. Et les Américains, quand même, ont essayé d'utiliser Concorde, Braniff, qui était à l'époque la compagnie aérienne de pointe, très innovante, voulait l'utiliser entre New York et Dallas. Et il comptait faire donc un vol supersonique direct. Et ça, la FAA n'a pas voulu. Mais quand même, Braniff a essayé, et il voulait quand même passer par l'Atlantique pour aller vers Dallas, mais il s'est avéré que c'était plus compliqué qu'il ne le pensait. J'ai quand même formé des pilotes de Braniff qui ont utilisé l'avion aussi. Alors, les avions partaient soit de Londres avec l'immatriculation britannique ou de Paris avec l'immatriculation française. Ils arrivaient à Washington. À Washington, à ce moment-là, ils changeaient d'immatriculation pour avoir une immatriculation américaine pour aller entre Washington et Dallas. Alors pour Singapour, c'était la même chose. Singapour, c'était British Airways qui a essayé donc de faire aussi une liaison entre Londres et Singapour. Mais là aussi, il y avait pas mal de terre à survoler et pratiquement les pays survolés ont refusé que ce soit supersonique. L'URSS en particulier Non, on passait par l'Europe, non, on passait par la Grèce, Italie-Grèce. Ah. On passait ensuite au Moyen-Orient, Inde, voilà. Le Tupolev 144, c'est un avion que vous connaissiez? On le connaissait, oui, on le connaissait, mais enfin, je n'ai jamais volé là-dessus. Donc... Parce qu'on dit toujours, il n'y a pas un avion qui s'est inspiré de l'autre dans un sens ou dans l'autre. Mais c'était la même technique, la même technologie à l'époque. C'était la même technologie et les possibilités donc, techniques étaient les mêmes. Donc les solutions, en définitive, elles étaient très, très proches. Que ce soit le Tupolev ou le Concorde, c'était une aile delta avec quelque chose devant, une pointe devant. Donc il n'y a pas eu d'espionnage Alors, on a eu quand même, on a bien calculé les choses, parce que le moteur Olympus, on était obligé de mettre de la réchauffe au décollage pour augmenter la poussée, et pour monter aussi dans le transonique. Mais quand on était à l'altitude de croisière, la vitesse de Mach 202, on n'avait pas besoin de la réchauffe. Donc on fonctionnait avec un moteur normal, consommation normale. Alors que le Tupolev, lui, avait un moteur qui ne pouvait pas, qui n'avait pas de poussée suffisante pour rester à Mach 2 en supersonique. Donc il consommait beaucoup plus de pétrole. Mais il n'a jamais vraiment fonctionné, le Tupolev. Il fonctionnait entre Moscou et la Mongolie extérieure, je ne m'en rappelle plus, du nom du terrain, de la ville. Autrement dit, il a fait pas mal de rotations là-dessus, et puis il s'est avéré quand même que c'était beaucoup trop cher pour une ligne qui n'était pas quand même très rentable pour eux. Alors ils ont arrêté. Il n'y a pas eu de compagnies américaines qui ont voulu exploiter le New York-Londres. C'est pas quelque chose qui est...
Si, non. Parce que Brennif, ils n'ont pas exploité, non, Brennif, ils n'ont rien fait. Non, parce que, en définitive, comme il n'y avait que 14 avions, hein, les deux compagnies aériennes, quand même, se réservaient le choix. Oui, ils se préservaient, en quelque sorte, ce choix. Et ils ne voulaient pas laisser les Américains prendre le gâteau, quand même. Les raisons de l'interdiction de la FAA, c'était des raisons politiques ou techniques, ou les deux? Non, c'était le Banque Sonic. Le Banque Sonic. Mais le bang, on l'entend pas, parce qu'il, enfin, on l'entend pas, vous banguiez au-dessus de la mer, au-dessus de l'océan. Oui. Oui, quand on était Oui, en fait, on ne pouvait voler en supersonique, en Mach 2, hein, qu'au-dessus des océans, au-dessus de la mer. Quel souvenir vous gardez d'André Turca? Un être que je qualifierais d'honnête homme du XXe siècle. C'est-à-dire? Honnête homme. Vous savez, la définition de l'honnête homme des Lumières, là, c'est, autrement dit, quelqu'un qui était ouvert, en définitive, sur un peu tout, hein, sur la littérature, la technique, etc. André Turca, lui, il était ouvert pour tout. Et en plus, c'était un chef. C'est un chef. Bon, j'en conserve un souvenir extraordinaire. On a coopéré ensemble pendant des années, mais c'était sans problème, sans aucun problème. Les 5 pilotes d'essai anglais, c'était une équipe différente, il y avait des liens, ça marchait comment? Mais chaque constructeur avait sa petite écurie, en quelque sorte. Donc, André Turca avait choisi de n'être que 4. Les Britanniques, pour des raisons diverses et variées, on pensait que 5 c'était bien. Voilà. Pilote, hein, parce qu'ensuite il y a quand même tous les équipages que j'ai reportés ici. Ils avaient, tout comme les côtés français, ils avaient des mécaniciens navigants. Hein. Alors, nous, on avait plus de mécaniciens navigants qu'eux, d'ailleurs. Donc, eux avaient plus de pilotes, mais nous, on avait moins. Bon. Et ensuite, les ingénieurs d'essai, les ingénieurs navigants d'essai aussi, étaient là. Donc, il y avait 2 équipes. Et ensuite, en plus, pour les essais, les services officiels français et britanniques avaient aussi leur propre équipage, avec des pilotes, des mécaniciens navigants et des ingénieurs d'essai. Mais on a l'impression qu'il y avait 2 constructeurs, alors qu'en fait il y a un seul constructeur. Non, il y avait 2 constructeurs, malheureusement. Avec les mêmes programmes. Avec les mêmes programmes. Ils utilisaient les mêmes plans pour fabriquer les mêmes avions. Mais il y avait deux têtes. C'est une aberration industrielle. Ah oui, totalement. Alors, c'était une affaire totalement politique. Totalement politique. D'ailleurs, quand Airbus a commencé à fonctionner, quand Airbus s'est fondé, en 1969 d'ailleurs, hein, ça a été fondé sur le fait qu'il ne fallait surtout pas continuer la même erreur que pour Concorde. La 300B a été faite en collaboration Non, la 300B a été faite par Airbus Industries. D'accord. Airbus Industries, qui était un groupement d'intérêt économique, regroupant donc les constructeurs qui étaient impliqués. Les constructeurs, ils avaient le droit de regard de contrôle, mais ce n'était pas eux qui pilotaient. Le pilotage, c'était Airbus Industries. Alors que pour Concorde, c'était un pilotage à 2. Quand je dis 2,
il y avait 2 constructeurs avions, il y avait 2 constructeurs moteurs, il y avait 2 services officiels. Enfin, on a donc tout fait 2 fois, les oui. essais 2 fois. Non, Dieu merci, non, ils n'ont pas été, non, ils n'étaient pas fait 2 fois. On avait quand même réussi à scinder 2 choses. On avait réussi à scinder la responsabilité des systèmes eux-mêmes. Par exemple, le carburant, c'était les Britanniques. Le pilote automatique, c'était les Français. Voilà, par exemple. Donc, il y avait une séparation donc, dans les systèmes, et il y avait aussi une séparation dans les programmes, même des essais en vol. Hein. Donc, les gens étaient responsables un peu du côté de leur système. Hein. Mais la structure, évidemment, elle était commune, donc elle était partagée entre les deux. Non, il y avait une entente, une très bonne entente d'ailleurs entre Turca et son homologue britannique. Dans les essais en vol, ça a bien marché. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de temps en temps des frictions, mais c'était des frictions personnelles. Ce n'est pas des frictions de nationalité. Le manche à balai, il a été dessiné par Turca ou revu par Turca? Le manche a été imposé par les Britanniques. Ah oui? Parce que c'était le manche qui était utilisé sur leurs avions Delta, bombardier Delta, et qui trouvaient que c'était bien adapté. Alors, côté français, on avait le manche classique, etc., qui n'était pas formidable, et on s'est quand même rallié aux Britanniques, où le manche quand même semblait plus adapté, en définitive, que la roue classique. Donc le manche en M, là, c'est un manche anglais, c'est ça? Et le fait que le nez rentre ou descende, ça se commande comment, ça? Non, il baisse ou il remonte. Mais il y a une manette pour ça, ça marche? Oui, il y a on verra la semaine prochaine, vous nous montrerez. Ah oui. Il y a une commande. Ouais. Alors, en 3 positions. Ouais. Je ne dis pas de bêtises. 4 positions. Bon. Première position, je pars du décollage. Décollage, je l'ai à 5 degrés. 5 degrés vers le bas. Ensuite, quand on monte, on remet le nez à 0, hein, donc dans le prolongement du fuselage, hein, et en même temps, on fait glisser une visière transparente qui met un profil adapté au supersonique. Hein. Voilà, autrement dit, il y a 3 positions, 5 degrés, donc nez haut avec la visière, et position d'atterrissage à 12 degrés à piquer. Pour mieux voir la piste. Voilà. Entre le proto et l'avion de série, la queue n'est pas la même, elle a été modifiée. Non, oui. Et pourquoi? Pour mettre du kérosène, pour équilibrer, encore une fois. En supersonique, le centre de poussée ne reste pas à la même place sur l'aile. Avec les ondes de choc, le centre de poussée recule. Mais le centre de gravité, s'il reste au même endroit, si le centre de poussée recule, hein, pour équilibrer les choses, il faut tirer sur le manche, donc il faut cabrer l'avion. Hein. Mais braquer des commandes de vol, braquer des gouvernes derrière, ça impose de la traîner. Et les gouvernes braquées comme ça, cabrées, donnent une telle traînée qu'il est impossible de traverser l'Atlantique avec. Donc qu'est-ce qu'il faut? On ne peut rien faire pour le centre de poussée, hein. C'est une question physique.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien, on change le centre de gravité en le faisant reculer. En bougeant le carburant, du coup. En bougeant le carburant, en le transférant de l'avant vers l'arrière. Et l'arrière le plus loin possible. Mais quand on part, le Concorde, il est plein de kérosène, donc on ne peut pas trop jouer là-dessus. Non, alors il y a une partie oui, il est plein de kérosène, mais il n'est pas totalement rempli dans le réservoir arrière. Ce qui fait que dès que on commence à voler, alors on peut transférer vers l'arrière, mais le grand transfert se fait lui aussi quand on passe dans le supersonique. En fait, c'est plus compliqué que ça. Chaque moteur, quand on regarde un peu la façon dont les réservoirs sont placés, on s'aperçoit que quand il commence à diminuer, quand le carburant commence à être transféré pour être brûlé par les réacteurs, eh bien le total du centre de gravité bouge aussi un peu. Donc c'est un truc un peu compliqué. Le transfert de carburant est compliqué. Mais en gros, pour répondre à votre question, pourquoi la queue est différente, c'est pour avoir un réservoir à l'arrière afin de pouvoir le transférer du kérosène et équilibrer justement en supersonique. Le Concorde volait toujours plein de passagers ou parce que est-ce que ça change quelque chose, le poids des passagers? Oui, ça change. Il peut voler vide, il peut voler plein, oui, il peut voler... Oui, si. Mais c'est vrai que quand... alors je ne me rappelle plus du tout, quand il est un peu vide, je pense que on doit, pour avoir le maximum de rayon d'action, on met les passagers derrière pour avoir un centrage le plus arrière possible. Autrement dit, pour diminuer le braquage des ailerons. Voilà, je pense. Ça emporte combien de passagers au maximum? 100. 100. D'accord. 100 plus l'équipage Plus, d'une part, l'équipage technique, donc, de 3, et plus le PNC. L'équipage commercial. Ouais. Comment on a fait pour finalement créer un avion où on peut voyager en costard-cravate, quoi, sans avoir, comme quand vous faisiez de la chasse, comment on a pu garantir cette stabilité passager? Parce que c'est fou quand même. Quand le programme a été lancé, c'était un pari. C'était un véritable pari. C'était un pari même un peu fou. Et il y avait un nombre de problèmes incommensurables. Il y avait le problème de la structure. Qu'est-ce qu'on allait mettre comme métal, le métal des avions actuels et d'alors, c'est le même. Le métal, l'aluminium, l'alliage d'aluminium, fluet aux températures de croisière. C'est gênant. Bon. Il y avait donc le problème du kérosène aussi. Il fallait que ce soit du kérosène, non pas un carburant spécial. Il y avait le problème d'avoir un fuselage pressurisé afin que les gens, justement, se trouvent à 2500 mètres et non pas à 15 000 mètres. Donc, ceci impliquait des groupes de conditionnement d'air qu'on ne connaissait pas encore. La pressurisation sur Concorde, elle est beaucoup plus difficile que pour la 300. Oui, à cause des températures. Et qu'est-ce qu'il y avait encore comme problème? Enfin, l'allongement du Concorde aussi. De 15 cm à peu près. Ça avait mais c'est pas ça. C'est pas tellement l'allongement, c'est qu'avec les différences de température entre l'intrado et l'extrado,
les réservoirs de kérosène étant dans les ailes, eh bien, pour garantir leur étanchéité, à l'époque, c'était quasiment impossible. Donc il fallait résoudre ce genre de problème aussi. On a réussi. Bon, quand on l'a lancé en 1962, on avait un peu d'expérience avec les militaires, on avait un peu d'expérience avec le civil, avec Caravelle ou le bac, je ne me rappelle plus combien, des Britanniques. Mais on ne savait pas au juste si on allait réussir. Est-ce qu'il a été envisagé une utilisation militaire du Concorde à un moment donné, je ne sais pas, comme un bombardier? On y a pensé, oui. On y a pensé, j'imagine. On y a pensé. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait, je ne sais pas. En fait, l'avantage de Concorde sur les militaires, c'est qu'il avait un rayon d'action supersonique qui était largement, très largement au-dessus des rayons d'action supersoniques Mach 2 des militaires. Il pouvait rester supersonique. Oui, c'est ça, des rayons d'action en supersonique. C'était ça l'avantage de Concorde. Et le pouvoir politique, la France gaullienne de l'époque, il avait poussé le programme en fait. Ah oui. Oui. Ah oui. C'est une question de fierté nationale, c'était une question de... Oui, je pense, oui. Et pourquoi on l'a fait avec les Anglais et pas les Allemands, ou c'était trop tôt ou... Pour les Allemands, à l'époque, 68, ils étaient à 0. Hein. Je suis allé en Allemagne en 1962, ils recevaient les F-104, hein, et c'était pénible. Hein. Parce qu'après la guerre, ils ont pas... Alors, ils ont eu un trou de 15 années, où tout a été complètement détruit chez eux, 15 années, ils ont mis 50 ans et plus pour s'en remettre. D'accord. Et les Italiens, les Espagnols ne se sont pas associés? Les Italiens, même chose, c'était oui, pareil. Seulement. Les Espagnols, ben, il n'avait rien. Hein. Il y avait que les Américains et les Russes. Hein. Bon, les Américains, ils voulaient faire leur supersonique à 2,7 de Mach. Oui. Oui, il y a un Boeing supersonique qui dit... Non, il y a eu une maquette. Une maquette de Boeing supersonique. La maquette supersonique, elle a coûté aussi cher que tous les essais en vol Concorde compris.